For your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Médoc. Ouais, Thierry. Bienvenue dans ce dernier classé 18+, de l'année 2014. Ouais. Et donc évidemment, on a les tout derniers jeux 18+, là en critique dans cette émission. Et donc on va vous les présenter tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce classé 18+ avec la critique d'Assassin's Creed Rogue. On enchaîne avec celle de l'épisode 1 de Tales from the Borderlands. Et on termine cette émission avec la critique de Dragon Age Inquisition. Mais tout de suite, les news. À l'occasion de la convention PlayStation Experience, Sony et le studio Ready at Dawn ont présenté de nouvelles séquences de jeu du shooter cinématographique The Order 1886. L'opportunité pour nous de constater une nouvelle fois, avec la prise d'assaut d'un Zeppelin, que cet exclu PS4 sera techniquement assez spectaculaire. On ne peut qu'être impressionné par la variété des environnements, la qualité des textures et des animations des personnages et le soin apporté au design des armes et équipements. The Order 1886, pour rappel, est situé dans un Londres alternatif et suit les aventures d'un groupe de chevaliers luttant depuis bien longtemps en secret contre une menace incarnée par des créatures mi-hommes mi-bêtes. Mais alors que la révolution industrielle leur donne enfin les moyens de vaincre ces créatures surpuissantes, avec de nouvelles armes et la découverte des années auparavant d'une mystérieuse eau noire, augmentant leur longévité et leur capacité de guérison, ces chevaliers de l'ombre doivent faire face à une nouvelle crise. Le peuple se rebelle et la guerre civile éclate, les mettant dans une situation délicate puisqu'ils ont toujours protégé, historiquement, les mieux nantis. On peut constater une nouvelle fois que l'histoire semble primer sur le gameplay TPS, avec de nombreuses cinématiques in-game, une mise en scène soignée s'appuyant sur des QTE et des dialogues omniprésents. Les séquences de shoot et d'infiltration sont néanmoins bien présentes, avec de nombreux gadgets et armes susceptibles d'être récupérés sur les rebelles abattus, permettant visiblement de varier un minimum ses approches. The Order 1886 intrigue beaucoup et inquiète un peu. On espère ainsi que le genre ne sera pas tout le temps guidé et qu'une certaine liberté lui sera accordée, que ce soit au niveau du gameplay ou des choix scénaristiques. Et si le jeu est linéaire, alors la qualité de l'histoire qui nous sera racontée fera la différence, et a priori, celle-ci a fait l'objet d'un soin tout particulier. Jusque-là, EA avait surtout communiqué sur l'aspect multijoueur de Battlefield Hardline. Mais le jeu développé par Visceral Games, avec l'aide de DICE, proposera aussi une campagne solo au cœur de ce nouveau trailer. De nombreuses mécaniques de jeu ont été dévoilées, comme le fait de pouvoir brandir son badge afin d'obliger les suspects à déposer leurs armes avant de les menotter, et a priori ces suspects pourront se rebeller si leur nombre est suffisant. Un scanner permettra également aux policiers de marquer les ennemis, les alarmes et de répertorier des indices afin de monter des dossiers et d'empocher des récompenses une fois ces derniers suffisamment probants. On pourra aussi faire diversion en jetant une douille, la force n'étant pas le seul recours autorisé. Battlefield Hardline est toujours prévu pour le 19 mars prochain sur toutes les consoles de salon, à l'exception des Wii et Wii U. À l'occasion du PlayStation Experience, Sony et Sega ont également confirmé la sortie en 2015 et en téléchargement sur PS3 de Yakuza 5. Dispo au Japon depuis fin 2012 quand même, ce titre est la suite directe du Yakuza 4 sorti en Europe en 2011. On y suit donc toujours Kazuma, accompagné de 4 autres gros durs, dans 5 villes japonaises aux prises avec le crime organisé. Système de combat plus pointu, personnalisation accrue, minigames en pagaille, barre à hôtesse, tout ce qui a fait le succès de la série a été étoffé. Le jeu utilise un nouveau moteur graphique et s'avère franchement impressionnant sur PS3. Pour préparer la sortie de ce Yakuza 5, Sony et Sega proposent déjà Yakuza 4 et Yakuza Dead Souls en téléchargement sur le PlayStation Network. 誰かに殺されたんです。なんだと。警察慣れてんじゃねえぞ。許さねえ、絶対に。殺すつもりでかかってこい。 Le nouveau projet de David Jaffe, à l'origine de la saga God of War, a été dévoilé lors du PlayStation Experience et s'appelle Drone to Death.
Exclusif à la PS4, ce shooter en arène propose un style graphique pour le moins surprenant, qui rappelle quelque peu celui du Mad World de Platinum Games en plus cru. Le jeu se déroule en effet à l'intérieur du cahier de dessin d'un adolescent dont les personnages et les décors prennent vie. Ce contexte original a ouvert aux développeurs un champ de possibilités assez énorme, les fantasmes plutôt violents de l'adolescent se concrétisant sous des formes variées. Pour le moment, seul un mode de jeu à 4 en free for all a été confirmé, sachant que David Jaffe et son nouveau studio ont visiblement encore beaucoup de choses à annoncer. Exclusif à la PS4, Until Dawn est en cours de développement chez Supermassive Games, qui met à profit le nouveau moteur graphique de Killzone Shadowfall. Ce jeu d'aventure met en scène 8 amis coincés en pleine nuit dans un refuge perdu en montagne, traqués par un tueur masqué. Dans la plus pure tradition slasher, Until Dawn proposera de la nudité soft, du jumpscare en pagaille et des moments de tension qui nécessiteront du joueur une prise de décision instantanée. Visiblement, on a ici affaire à un Heavy Rain horrifique avec de nombreux QTE qui détermineront la survie ou non des différents membres du groupe. Le jeu propose également un cast hollywoodien, la jeune fille que l'on voit dans ces images n'étant autre que l'actrice Hayden Panettiere, la cheerleader de la série Heroes. Going to give you 10 seconds. 9, 8, 7. On reste dans l'horreur, mais open world cette fois-ci, avec ces nouvelles images de The Forest, dont la sortie sur PS4 a été confirmée lors du PlayStation Experience. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis mai dernier, ce jeu vous confronte à des mutants cannibales après que votre avion se soit crashé en pleine forêt. À vous de survivre par vos propres moyens, The Forest ne proposant aucune mission ni PNJ pour vous expliquer quoi faire. On pourra ainsi couper des arbres, créer des pièges, armes et abris de fortune, et même partager ses découvertes via les fonctionnalités chères de la PS4. Visiblement très apprécié sur PC, la disponibilité de ce titre sur PS4 constitue une excellente nouvelle. On attend désormais une date de sortie pour la version définitive du jeu sur PC et PS4. Repoussé de quelques semaines, annoncé bloqué à 30 FPS, bien qu'il reste attendu comme un des temps forts de 2015, Bloodborne n'avait pourtant pas toujours fait parler de lui de la meilleure des manières ces derniers temps. Mais tout ça, c'était avant le PlayStation Experience, qui a été l'occasion pour le producteur Miyazaki Hidetaka de présenter le concept de Chalice Dungeon. Derrière ce nom cryptique se cache une invitation au multijoueur, puisque ce donjon sera généré aléatoirement chez chaque joueur au début de son aventure. Vaste rotor truffé de pièges et d'ennemis, ce dédale personnel ne demandera alors plus qu'à être partagé entre les joueurs, que Miyazaki espère voir collaborer pour venir à bout des instances les plus difficiles ou les plus rentables. Le principe n'est pas sans rappeler celui des cartes de Dragon Quest IX et confirme une nouvelle fois que chez From Software, on ne prend pas le multijoueur à la légère. Reste maintenant à voir ce que le jeu nous réserve pour le joueur contre joueur et le solo. La réponse est pour l'instant prévue pour le 25 mars sur PlayStation 4 uniquement. Il n'y en a pas que pour la PS4 dans ces news 18+. Limbo vient tout juste de sortir en téléchargement sur Xbox One. Sorti en 2010, ce jeu d'aventure en noir et blanc rappelle sur bien des aspects la noirceur des meilleurs films de Tim Burton. On y suit un jeune garçon parti à la recherche de sa grande sœur, perdu dans les limbes. Ce portage Xbox One, réalisé par le studio Double Eleven, tourne en 1080p et propose du 60 images par seconde. Playdead, le développeur originel, travaille toujours sur son prochain titre, Inside, annoncé pour 2015 sur Xbox One. Ces derniers jours n'ont pas été uniquement marqués par le PlayStation Experience en termes d'events. Les joueurs ayant suivi les Game Awards, par exemple, ont pu une nouvelle fois s'émerveiller devant ce que Kojima s'apprête à proposer en 2015 avec sa série Metal Gear. Et c'est la dimension online qui, pour le coup, était mise en avant ici. Metal Gear Online sera effectivement disponible gratuitement et en même temps que The Phantom Pain et permettra d'effectuer des missions à plusieurs dans l'univers installé par ce 5e épisode. Le jeu devrait proposer plusieurs classes différentes, même si ces dernières n'ont pas été officiellement dévoilées. On n'en sait pas vraiment plus concernant ce Metal Gear Online. On note simplement que la série n'en sera pas à son premier essai en ligne, puisqu'un MGS Online était déjà sorti sur PS3 en 2008 avec MGS4.
On espère maintenant que les équipes de développement trouveront des mécaniques suffisamment accrocheuses pour que cette expérience ne soit pas simplement un petit plus annexe. Alors c'est bien pour ces News 18+, on avait pas mal de contenu, puisqu'on a eu 2 gros événements, on a eu le PlayStation Experience, et on a également eu les Game Awards, donc anciennement VGX et anciennement Video Game Awards. Et donc à l'occasion de ces 2 événements, on a énormément d'annonces, de trailers qui sont balancés, etc. Donc c'est vraiment des spots de communication qui sont un peu squattés dorénavant par les éditeurs et les gros constructeurs. Donc on a pu voir un certain nombre de choses se dégager. On a même Nintendo aussi, qui est bon, pour le coup ils sont pas très 18+, donc c'est un peu hors sujet, mais eux aussi ont eu un petit événement où ils ont pu balancer pas mal d'images, etc. Et on a pu voir de nouvelles images de Zelda. Les seuls qu'on n'entend pas beaucoup parler, en fait, c'est Microsoft. Donc on s'attendait, par exemple, pour les Game Awards, à voir peut-être des choses liées à, je sais pas, un nouveau Titanfall, ou même pour le PlayStation Experience, ou sur du Gears, en tout cas des grosses annonces exclues. On sait que pour le début d'année prochaine, on aura beaucoup de choses qui vont arriver sur toutes les consoles. Mais pour ce qui est des exclus elles-mêmes, Sony a carrément une petite longueur d'avance. Donc évidemment, on a Halo, qui va sortir avec Halo 5, en tout cas la bêta multijoueur d'Halo 5 qui va arriver la fin décembre. Donc il y a quand même des choses qui se passent, mais on est très interloqué en fait par leur absence de réactivité. C'est compliqué, d'autant que récemment, alors ça aussi c'est un petit peu hors sujet 18+, mais bon, j'imagine que vous avez suivi Street 5. Donc exclusif au PS4 et PC. Ça aussi, c'est le genre de truc qui, ça doit pas être agréable pour Microsoft. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ils se sont vengés avec Tomb Raider. Tomb Raider sera aussi un exclu provisoire sur Xbox One. Pour le coup, ça c'est un truc qui est sympa pour les gens qui aiment cette licence. Moi personnellement, le dernier Tomb Raider m'avait vraiment pas emballé, donc j'espère que le prochain sera intéressant. Et donc c'est vrai qu'on se pose des questions. On espère réellement que dans les prochaines semaines, Microsoft va réagir. Ils réagissent en partie en cassant les prix. Donc ils proposent des packs qui sont réellement intéressants avec un certain nombre de jeux et des nouveautés. Donc par exemple, il y a un pack qui comprend Assassin, mais qui comprend aussi GTA 5, qui comprend Sunset Overdrive. Donc ils font des efforts au même prix qu'en face, avec pas forcément des jeux qu'on te file avec le pack. Donc non, ils essayent. Mais en termes de com, ils sont pas là. Ils sont pas là pour donner envie, c'est-à-dire genre pour permettre aux gens de se projeter en 2015, en fin 2015, et de se dire la nouvelle console là que je vais me payer, je vais le faire en hiver 2014. Et donc qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la Wii U? Est-ce que je choisis un nouveau PC? Est-ce que je choisis une Xbox One, une PS4? Clairement sur les consoles, t'as Nintendo qui de toute manière a toujours son parc installé de fans, on va dire. Donc ensuite, est-ce qu'ils vont réussir à exploser en termes de vente avec la sortie des derniers titres? Je ne sais pas. On verra. On fera le calcul en début d'année prochaine. Ensuite, t'as Sony qui, eux, ils y vont à fond, quoi. Ils enchaînent vraiment les annonces et du coup, ils donnent envie. Et t'as Microsoft qui est un petit peu en retrait. Donc moi, c'est un petit peu en retrait que je ne comprends pas trop et j'espère réellement qu'ils vont réagir parce qu'on a besoin d'avoir 2 consoles fortes. C'est ça, en fait. Sachant que Nintendo, une nouvelle fois, je les mets vraiment à part parce qu'ils travaillent un peu tout seuls aujourd'hui. Donc sur les consoles Nintendo, il y a des jeux Nintendo. Parce que quelle que soit la config, d'une manière générale, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait de la bagarre. C'est mieux parce qu'ensuite, du coup, on s'en sort mieux. Tu vois, s'il y a qu'un seul constructeur et qui te propose que sa cam, au bout d'un moment, ça va pas être agréable. Et au bout d'un moment, lorsque quelqu'un est en position de force, il peut abuser. Donc du coup, ça devient compliqué. C'est-à-dire aujourd'hui, Sony fait des offres intéressantes, elles le seront peut-être nettement moins d'ici quelques mois, d'ici un an, s'il s'avère être en position s'il marche complètement sur maître du marché. Et pour l'instant, ça prend cette direction. Voilà, donc un petit point comme ça. Maintenant, on va enchaîner directement avec une première critique. Donc, on avait fait la critique d'Assassin's Creed Unity il y a 15 jours. Et donc maintenant, on a pris le temps de faire celle de Rogue. Donc Rogue qui est la version qui sort uniquement sur PS3 et 3.6. On va voir ce que Médoc en a pensé avec une critique flash. Elle est flash? Elle est flash. Elle est flash. Cette année, tout le monde aura eu le droit à son Assassin's Creed. Le Unity, sur lequel Ubisoft a mis le paquet en termes de com', était destiné au PS4 et Xbox One. Une manière de faire en sorte que la série soit bien avec son temps. Mais il était hors de question qu'Ubi laisse des joueurs sur le bord de la route. Alors, dans un élan de philanthropie, l'éditeur français décide de proposer aux possesseurs de PS3 et 360 un tout nouvel épisode.
Un élan de philanthropie probablement motivé par le parc installé relativement conséquent de ces dites consoles. Mais la structure Ubisoft, aussi massive et prolifique soit-elle, ne peut développer autant de projets avec le même investissement, les mêmes moyens. Avec Rogue, Ubi a donc fait le choix, non pas de développer un nouvel épisode en partant de zéro, mais d'aller pécho littéralement des mécaniques, des bouts de gameplay à droite à gauche, pour ensuite les assembler et les mélanger afin d'obtenir quelque chose qui tient à peu près la route. Un style de hachis parmentier vidéoludique en fait, au-dessus duquel on a tout de même pris soin d'étaler une purée maison. Cette purée, c'est l'histoire qu'on nous propose ici. Ces événements se déroulent entre Black Flag et Assassin's Creed 3. Achille, je n'ai pas le choix. Vous incarnez Shay Patrick Cormac, un jeune New-Yorkais appartenant à la confrérie des assassins, qui se voit confier tout un tas de missions. Et c'est au cours de l'une d'entre elles, à Lisbonne précisément, que sa vie va basculer. Shay découvre que les assassins ne sont pas si bien enseignés que ça, et que certaines de leurs actions à l'encontre des Templiers peuvent engendrer des catastrophes de grande envergure. Évidemment, ses supérieurs ne le croient pas, et décident même de le chasser. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. Shay finira par se retourner contre eux, en rejoignant leurs ennemis jurés, les Templiers. Si le fait de jouer un Templier anciennement assassin est effectivement original, le switch qui s'opère dans la tête de Shay lors des événements de Lisbonne est un peu extrême et soudain. En assistant aux scènes qui suivent, on ne peut pas s'empêcher de penser que toute cette situation aurait pu se régler avec 2-3 phrases sensées et un peu de recul. Toutes ces âmes perdues. Mais bon, fallait bien trouver quelque chose. Une de plus n'y changera rien. En termes de gameplay, les joueurs ayant passé du temps sur AC3 et Black Flag seront très clairement en terrain connu. Ici, l'accent est mis sur vos trips en bateau. Aux commandes du Morrigan, vous parcourez donc les mers avec toutefois du nouvel environnement pour se divertir les doigts et les yeux. La présence d'icebergs, par exemple, en plus de bien nous faire comprendre qu'on navigue dans le nord, a une certaine utilité en combat. En les défonçant avec nos canons, on peut en effet créer des vagues qui déstabiliseront l'ennemi. Le Morrigan est également équipé d'un nouveau dispositif offensif. On peut désormais balancer de l'huile enflammée derrière nous, afin de mettre bien nos poursuivants. Pour faire face à la dureté de la vie en mer, on peut toujours upgrader le navire en échange de sous et de matières que l'on récupère entre autres sur les épaves des ennemis vaincus. On retrouve ici ce petit jeu présent dans Black Flag, où l'on dirige une flotte qui sévit sur les différentes mers afin de remplir des missions. Simplement ici, plus besoin d'être connecté en ligne pour en profiter. L'argent et les matières collectées servent ainsi à booster le Morrigan, améliorer l'équipement de Shay, mais aussi rénover certains bâtiments du jeu, afin d'engranger encore plus de thunes. Parmi les mécaniques réutilisées, on trouve également certains principes empruntés au multi des Assassin's Creed. Dans la mesure où vous vous fritez principalement contre des assassins, ces derniers n'hésitent pas à vous tendre des embuscades, en se planquant comme vous l'auriez fait dans des bottes de foin ou parmi la foule. Lorsque vous êtes menacé, vous entendez des styles de murmures. Vous pouvez alors utiliser votre vision d'aigle pour déterminer la provenance de la menace. Le cercle en bas de l'écran, similaire à celui du jeu en multi sur Brotherhood par exemple, vous indiquant la direction. Si toutefois vous vous faites surprendre, vous pouvez toujours jouer de vos réflexes en contrant rapidement les lames qui vous sont destinées. On apprécie qu'une telle mécanique ait été mise en place. On aurait effectivement trouvé dommage que les assassins soient disposés et se comportent comme les simples gardes auxquels on a affaire dans les autres épisodes. D'une manière générale, Assassin's Creed Rogue reprend les meilleures idées présentes dans AC3 et Black Flag, en simplifie certaines, en développe d'autres, pour fournir aux joueurs une expérience sympathique et facile à digérer. Les jeunes ayant littéralement séché AC3 et Black Flag risqueraient par contre de considérer Rogue comme un style de gros DLC. Aussi aurait-on aimé que dans cette optique d'écrémage, on nous épargne ces phases en dehors de l'animus qui n'apportent toujours rien de spécial, si ce n'est des mini-puzzles énervants et une intrigue dont on se moque. Mais Ubi se rattrape sur le reste, et pour le coup, le sentiment d'avoir affaire à du travail bâclé n'est vraiment pas présent. Soyons toutefois clairs sur une chose, le développeur français ne pourra pas nous faire une seconde fois le coup du hachis. Je vais peut-être enfin pouvoir payer ma dette. Alors, Rogue, qu'est-ce que ça donne? On va pas le comparer à Unity? Non. Non, parce que c'est même pas le même. Ouais. C'est même pas. Ça n'avait pas été développé, envisagé de la même manière. C'est-à-dire que concrètement, Unity, ça a été pensé, ça a été développé sur les consoles current gen, PS4 et Xbox One. Voilà, pour une expérience sur ces consoles, c'est parti de zéro. Tu le ressens dans la manière de déplacer. Tu vois qu'il y a eu une réflexion de zéro. Rogue, c'est vraiment, c'est ce que je te disais en off, c'est-à-dire que c'est pas pour moi c'est presque pas du développement, c'est de l'assemblage.
On a pris ces idées-là, c'est de l'assemblage de donc Assassin's Creed 3 et Black Flag. On a pris des éléments, tiens on va mettre ça, puis on va coudre un peu, oh, bah, si ça va bien ensemble. Et puis il y a du peaufinage, hein. On a rajouté quelques features, tout ça. Mais autrement c'est la même cam. Okay. Ça pourrait être un reproche, simplement le fait est que ils ont assemblé ça et ils ont simplifié pas mal de choses, du coup l'expérience bah, elle est plutôt agréable. C'est que moi j'aime bien les bateaux, j'aime bien les pirates, tout ça. J'aime bien la bagarre en mer. Donc là c'est moins pirate, hein, ça, même si t'as toujours les champs. Et du coup bah, c'est une expérience voilà, plutôt simple. Même au niveau du scénar et tout, ils sont pas trop cassés la tête. C'est ça la question aussi, parce que je crois que ça venait clôturer un arc, non? Oui, mais enfin bon, le truc qui me dérange encore une nouvelle fois dans les Assassins, c'est cette partie hors de l'animus, c'est-à-dire quand tu suis pas ton personnage dans l'histoire, où ils nous remettent ça, c'était pas nécessaire. J'étais content avec Unity, tu vois, qu'ils insistent pas là-dessus. Bon, ben là, vu qu'effectivement ça s'inscrit un petit peu dans une continuité du XVIIIe siècle, milieu du XIXe siècle, bon, bah, ils te remettent cette histoire d'Abstergo, d'employé Abstergo, ça. Un petit peu casse-couille. Ouais, t'es pas fan de ça. Un petit peu casse-couille. Ouais, c'est pas grave, tu passes vite fait, puis après tu vas faire la bagarre, quoi. Donc, voilà, bon, je comprends le move, je comprends qu'ils aient voulu sortir un jeu pour le parc de 360 et PS3 déjà installé. Ça fait du sens. Est-ce qu'il est complètement buggé comme l'était Unity ou ça va? Non, mais enfin, là, tout à l'heure, j'étais en train d'y jouer encore et il m'a fait un plantage comme ça. D'accord, en passant. T'arrêtes de jouer. Bon, bah, c'est les jeux open world, hein, c'est compliqué. Maintenant, c'est le 3e épisode qu'ils font à peu près avec le même matos. Non, ils sont censés maîtriser. Mais bon. Ok. Là maintenant on va passer à un autre jeu qui est un peu l'antithèse du jeu open world. Donc c'est le jeu complètement narratif avec très peu de gameplay, mais pour le coup c'est vraiment un gros focus sur l'histoire et un univers existant. On va maintenant voir la critique de l'épisode 1 de Tales from the Borderlands. Got quiet all of a sudden. Telltale Games possède désormais une formule bien rodée. Après The Wolf Among Us, basé sur la série de comics Fables, et The Walking Dead, ils sont parvenus à imposer un nouveau type de jeu d'aventure, plus proche de l'histoire interactive que du point and click. Pour rappel, Telltale a été fondé en 2004 par un petit groupe d'anciens employés de LucasArts. Leur premier jeu était d'ailleurs basé sur des licences LucasArts, The Secret of Monkey Island et Sam & Max. Puis, petit à petit, ils ont mis de côté les derniers vestiges du gameplay point and click pour se concentrer sur les histoires racontées, en proposant une narration et un déroulement sur lesquels le joueur peut influer afin de créer sa propre histoire. Tell the nice man what you did to us next. Dès 2010, Telltale a commencé à s'émanciper du jeu vidéo pour aller chercher des univers cinématographiques brassant un public plus large avec Retour vers le futur et Jurassic Park. Deux titres décevants, mais avec lesquels ils ont peaufiné leur formule, qui parviendra à maturité en 2012 avec The Walking Dead. Tales from the Borderlands, dont le premier des 5 épisodes prévus vient de sortir, lui, marque un nouveau virage. Telltale revient en effet aux jeux vidéo en travaillant dans l'univers Borderlands, une série de FPS RPG développée par Gearbox et 2K Games. Ce retour au jeu est également un retour à la comédie, même si celle-ci reste 18+. Looks like he had a change of heart. Tales from the Borderlands met en scène deux personnages inédits que tout oppose. The part about it all being your fault. Come on, that was not my fault. Not all of it. Rhys, qui travaille pour Hyperion et cherche à se venger de son nouveau boss, qui l'entube méchamment au début de l'aventure. That's why I'm gonna make you assistant vice janitor. What? Et Fiona, une jeune arnaqueuse vivant sur Pandora. It's Livia, actually. Livia Strauss. Livia. Autant dire que ces deux-là ne sont pas faits pour s'apprécier. Shut up! Stop it! You're getting dirt in my eye! Ils devront pourtant s'associer suite à un deal foireux qui tourne court. Hey! We're not done here! La dynamique est certes classique, mais fonctionne toujours aussi bien. D'un côté, on a un loser patenté, qui pourrait ne pas être aussi nul qu'il en a l'air. Et de l'autre, une professionnelle fortement agacée par cette association forcée, qui gagnera en humanité au contact du loser. Ces deux héros jouables sont accompagnés de tout un tas de personnages, certains inédits et d'autres non. Tales from the Borderlands est en effet situé, chronologiquement parlant, juste après Borderlands 2. And Handsome Jack?
He was the baddest guy of them all. On pourra ainsi croiser des persos connus tels que Tector, le fantôme de Bojack ou encore l'assassin Zero. Si le fanservice est bien évidemment omniprésent, par le biais de multiples références au jeu Gearbox, on peut néanmoins apprécier ce titre sans avoir joué au FPS. L'univers est ainsi à mi-chemin entre Mad Max et Hot Shot. Les situations sont ridicules et les dialogues souvent très drôles, sachant que l'on a bien entendu la main sur ces derniers, au moins de temps en temps, via un système de réponses multiples. En fonction de vos choix, qui doivent être faits dans le temps imparti, les relations entre les personnages seront modifiées, tout comme le déroulement de l'histoire, et ce, sur l'ensemble de la série. Un choix fait dans l'épisode 1 pourra ainsi avoir des conséquences dans l'épisode 5. Felix, it's booby-trapped! Comme c'est souvent le cas pour les jeux Telltale, au moins lors de leur lancement, Tales from the Borderlands est uniquement en anglais, avec la possibilité d'afficher les sous-titres, ou aussi uniquement en anglais pour le moment. Si les dialogues font mouche, c'est qu'ils sont bien écrits, certes, mais aussi bien interprétés. Troy Baker, le Joel de The Last of Us, prête ainsi sa voix à Rhys par exemple. I think it was something about buying a vault key. Sa némésis, Hugo Vasquez, étant incarné par l'acteur l'excellent Patrick Warburton, la voix de Kronk dans Cusco l'Empereur Mégalo et de Joe Swanson dans Family Guy. Anderson was a fool. Techniquement, le jeu affiche une petite évolution positive sur PS4, du moins à l'échelle des jeux Telltale, qui n'ont jamais brillé à ce niveau-là. Les temps de chargement sont moins nombreux et les bugs moins omniprésents, même si le jeu a planté une fois lors de la réalisation de cette critique. Un plantage, ce n'est pas grand-chose, mais pour un jeu qui se termine en 2 heures, ce n'est pas comme si l'on était face à un open world non plus. La raideur des animations est compensée par la qualité de la direction artistique, ce nouveau titre Telltale proposant comme d'habitude de la 3D cel shading. Les 2 heures passées sur ce premier épisode furent plaisantes grâce à la qualité de sa mise en scène et de son écriture, les personnages étant aussi attachants que drôles. Mais ce titre n'est pas vraiment un jeu vidéo, la participation du joueur se limitant au dialogue interactif, à des QTE et une poignée de phases où l'on contrôlera son personnage durant 1 ou 2 minutes. On regarde plus qu'on ne joue, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. On jugera donc Tales from the Borderlands sur son histoire ainsi que sa fidélité à l'univers exploré et non son gameplay. Et Telltale démontre une nouvelle fois son talent pour raconter une histoire originale dans un univers déjà installé, un talent suffisant pour nous donner envie d'aller jusqu'au bout des aventures de Rhys et Fiona. So, what happened next? Well... Alors Thierry, alors, le truc marrant, c'est que normalement, tu sais, à la rédac, bon, on a un petit peu tous nos spécialités. Nos spécialités. Et donc moi, je suis un petit peu spé Borderlands, et puis je suis un petit peu spé Telltale. Je veux dire, les Walking Dead et les Wolf Among Us, c'est moi qui ai fait ça. Pourtant, c'est toi qui as fait cette critique. Parce que tu pouvais pas faire 3 critiques, donc voilà, j'en ai pris une, et donc j'ai pris celle-ci. Donc c'était intéressant, donc en effet, je suis pas du tout un spécialiste des Borderlands, du coup ça m'a permis un petit peu de voir si le jeu s'appréciait sans maîtriser l'univers des FPS de Gearbox. Et donc oui, ça fonctionne, moi je me suis bien amusé, et pour le coup je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, puisque ils reviennent un petit peu à la comédie, moi c'est un truc qui marche plutôt bien sur moi. Techniquement, moi ça me faisait très peur, parce que j'avais vu un petit peu tous les bugs, enfin moi le pire c'était Jurassic Park, hein. Quand j'avais vu que Jurassic Park, c'était Julien qui avait fait la critique, c'était une catastrophe pour moi, c'était, c'est inadmissible. Donc là, ça passe. Donc j'ai eu un gros plantage qui m'a obligé à sortir du jeu. Mais sinon, malgré ça, j'ai pu faire l'aventure en entier. Donc de l'épisode 1, ça m'a pris 2 heures, un peu moins de 2 heures. C'est le temps, hein, c'est le... J'ai vu, j'ai discuté un petit peu avec Aurélien, qui est à la fois fan des Telltale et aussi, comme toi, fan de Borderlands. Et donc du coup, on a pu comparer un petit peu nos histoires. Il a vraiment pas fait la même chose que moi. Donc il s'est avéré que moi, je suis quelqu'un de vraiment très cool, alors qu'Aurélien, c'est un petit bâtard. Voilà, comme ça c'est dit. Donc lui, il a un peu tué tout le monde, alors que moi, j'essayais de sauver les gens. Donc il a même sacrifié son robot. Moi, j'ai pas sacrifié mon robot. Mais bon, voilà. Je me suis bien amusé. Ensuite, j'ai toujours mes réserves par rapport au gameplay. C'est vraiment un genre très très particulier. On peut quasiment pas le comparer du jeu vidéo. On peut le comparer à une série, vraiment une série télé. Et pour le coup, moi, l'histoire m'a accroché. Les personnages, je les trouve cool. Je trouve que c'est bien joué. Donc, je regrette que les sous-titres soient uniquement en anglais. Donc, tout de suite, ça limite automatiquement le public touché. Donc, j'espère que des sous-titres français vont bientôt arriver. Ça arrivera sans doute de toute manière. Comme d'habitude, on a toujours une petite sortie en version boîte. Donc, à la fin de la diffusion de tous les épisodes. Donc, je suis curieux de voir la suite, comme je le dis à la fin de la critique, et franchement, je pense que je vais continuer à y jouer. D'accord, bah voilà, tu viens de rentrer dans la famille
de ceux qui kiffent les Telltale, en tout cas les récents. Tout à fait. C'est bien, bah écoute, c'est bien. Qu'est-ce qu'on se mate maintenant? Maintenant, bah justement, moi j'ai une grande question, c'est-à-dire pour les fêtes de fin d'année, je pense que je vais me faire un gros jeu, un truc qui va me prendre du temps. Donc là j'ai déjà fini pas mal de gros jeux. Il y en a un qui me tentait, tu vois. Je connais pas plus que ça la série, mais ça s'appelle Dragon Age Inquisition. Voilà. Oui. Et donc, oui. Qu'est-ce que ça vaut? Eh ben figure, tiens, c'est marrant ça. Figure-toi que j'en parle. Allez explorer le Nord. Soyez leur guide. On trouve chez certains développeurs des habitudes, des styles de patterns qui nous donnent des indices quant à ce à quoi on doit s'attendre. Par exemple, lorsqu'Ubisoft trouve une bonne mécanique de jeu dans une de ses productions, on peut être sûr que le prochain épisode sera essentiellement basé sur cette dernière. On sait aussi que pour un Final Fantasy par exemple, Square Enix mettra tout en œuvre pour s'engouffrer dans n'importe quelle brèche qui aboutirait sur l'agacement de sa communauté. Plus sérieusement, pour BioWare, on est désormais convaincu que dans le cadre de ce qui se rapproche d'une trilogie, le premier épisode fait sensation, le deuxième déçoit une partie de la fanbase, et le dernier tente de réconcilier tout le monde. Alors peut-être que parler de véritables patterns est exagéré. Mais en tout cas, cette tendance est vérifiée pour Mass Effect et semble clairement s'appliquer à Dragon Age. On se moquait de Square Enix il y a quelques secondes, mais le travail de l'éditeur japonais sur sa trilogie FF13 est un pur exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'un de ces épisodes se fait remplir de critiques négatives. Ajouter les feedbacks de la communauté sans vraiment prendre de recul, sans veiller à l'harmonie et à la personnalité de la production. Voilà un piège dans lequel, pour ce troisième épisode, BioWare n'est pas tombé. On avait par exemple reproché à Dragon Age 2 la disparition des races lors de la création de personnages. Un constat triste et une impression de perte de liberté, d'autant que dans l'épisode Origins, la race impactait clairement l'aventure. Dans Inquisition, on peut à nouveau déterminer ses origines et ces dernières façonnent évidemment une partie de votre expérience. On retrouve donc un Tédas avec ses nains qui ont peur de l'extérieur, ses Qunari massifs, ces humains qui constituent la majorité de la population, et enfin ces elfes qui restent littéralement les pestiférés du continent. Dans votre quête, vous devrez faire face à pas mal de situations tendues du continent de Tédas, comme ce conflit interminable entre mages et templiers. Les templiers. C'est comme ça que l'ordre réagit à nos discussions avec les mages. Ces tensions avec les empires voisins genre Tevinter, les engences aussi qui ne sont pas totalement éradiquées, le risque de voir des mages se transformer en abominations, la corruption de la chanterie, l'hostilité entre les différentes races, bref, cette merde a besoin d'ordre. Mais c'est cette brèche gigantesque dans le ciel faisant office de style d'autoroute entre le monde des démons et le nôtre qui occupera le principal de votre temps. Vous êtes en effet spécial. Certains disent que vous êtes le messager d'Andrasté en personne. Vous êtes en tout cas la seule personne à être ressortie d'une brèche et la marque que vous portez à votre main vous permet de refermer ces puits à démons. Avec la mort de la divine, l'éclatement de la chanterie, l'impossibilité de voir les mages et les templiers bosser main dans la main, et cette histoire de brèche démoniaque, une inquisition ne tardera pas à se mettre en place. La brèche est fermée. Inquisition dont vous serez le chef d'ailleurs. Vous devrez donc faire tout un tas de choix et prendre de nombreuses décisions afin de remettre un peu d'ordre sur Tédas. Les récits de votre héroïsme se sont répandus. Heureusement, vous êtes épaulé et conseillé dans votre quête. Les personnages qui vous accompagnent, dont certains connus des services, ont effectivement chacun son mot à dire, sa vision de telle ou telle situation. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas à celle-là. Échanger avec eux, en plus de vous apporter de la quête annexe éventuelle, vous permet d'avoir de la discussion intéressante. Les dialogues ont ici été bossés et on prend de plus en plus de plaisir à tchatcher avec les membres du groupe. Certains étaient dédiés à des membres particuliers de notre panthéon. On peut également en profiter pour marquer des points et les charmer à terme, déclenchant du coup les fameuses romances de BioWare. Vous me flattez? Pas du tout. C'est toujours comme ça. Personne ne me comprend jamais. Vous devriez voir votre tête. Je pense des choses moins flatteuses tout de suite. BioWare a très clairement tenu compte des principaux retours négatifs concernant Dragon Age 2. Inquisition est donc beaucoup plus vaste, on ne retrouve plus ce principe malheureux et maladroit de réutilisation un peu bébête des décors, et des efforts ont été faits en termes de customisation et personnalisation. Un style de retour à ce qui est susceptible de plaire aux rôlistes, même si Inquisition reste bien orienté action. Les combats reposent d'ailleurs toujours sur un principe d'agression en temps réel, avec de la gestion de cooldown pour les compétences actives, et de mana ou d'endurance en fonction de la classe choisie. À ce propos d'ailleurs, Inquisition reprend les bases du 2 en ne proposant que 3 classes.
mage, voleur et guerrier. Simplement, l'arbre de compétences de chacune de ces classes dispose de suffisamment de branches pour qu'il y ait de la diversité au sein du groupe. Un voleur pourra ainsi être spé furtif, dague, piège ou encore arme à distance par exemple. En sachant qu'en règle générale, on choisira 2 domaines d'expertise. À vous de dépenser vos points où bon vous semble en sachant qu'il existe des items pour tout réinitialiser. Pour en revenir au combat, cet épisode introduit ce qu'on appelle la vue tactique, feature sur laquelle les équipes de BioWare ont pas mal communiqué. Concrètement, cela permet de faire une pause dans le jeu, de se positionner en hauteur si on veut, puis de planifier ses attaques ou ses mouvements afin d'être plus efficace. Dans les faits, on ne l'utilise que très rarement. Nos coéquipiers, ou en tout cas l'IA qui les dirige, ne se débrouillent effectivement pas trop mal. Et d'une manière générale, le fait que les compétences soient basées sur un principe de cooldown pousse peut-être plus le joueur à s'inscrire dans de l'action uniquement. On peut toutefois utiliser la vue tactique pour engager un combat qu'on sait difficile, en balançant les plus gros sorts et les plus grosses attaques au début. Ce sur quoi l'équipe a également mis le paquet, c'est la dimension artisanat. En récupérant des matériaux dans la nature ou au cours de missions, combinés aux schémas qui vont bien, on peut en effet confectionner et améliorer dans le détail des armes et des pièces d'armure. Chaque ingrédient possède des propriétés spécifiques. Il est donc possible d'obtenir à partir d'un même schéma plusieurs épées radicalement différentes les unes des autres par exemple. On a donc un contrôle relativement complet sur ce qu'on porte, le délire allant même jusqu'à la possibilité de renommer le résultat de notre séance de crafting. Maintenant, peut-être que sur l'artisanat en particulier, BioWare a fait preuve d'un peu trop de zèle. Un système un peu plus simple et clair aurait complètement fait l'affaire. Mais selon nous, ce ne sont ni les combats, ni le craft qui constituent le réel kiff de ce Dragon Age. C'est bien la dimension Inquisition. En tant qu'inquisiteur, vous êtes amené à gérer tout un tas de situations au centre de commandement. La foi que vous inspirez est la clé. Lorsque vous vous réunissez avec votre staff, vous pouvez en effet envoyer vos agents aux 4 coins de Ferelden ou d'Orlaïs afin de réunir ressources et influences, ou vous déplacer vous-même pour régler les problèmes. L'influence sert à débloquer des améliorations qui vous aident à mieux vivre votre périple, comme plus de place dans votre inventaire ou bien de nouveaux choix de dialogue dans tel ou tel domaine. Certaines missions disponibles au centre de commandement demandent des points de puissance pour être effectués. Ces derniers s'obtiennent en remplissant des quêtes ou en menant des actions qui vont dans le sens de l'installation de l'Inquisition. Nos meilleurs mages sont prêts, messager. Veillez à être prêts pour l'assaut sur la brèche. Nous ne savons pas l'effet que ça aura sur vous. On prend donc beaucoup de plaisir dans son rôle d'inquisiteur, comme monter un nouveau campement par exemple, aussi bien dans la recherche de nouveaux agents et l'expansion de son organisation, que dans l'application des principes qu'on se fixe finalement soi-même, du style « les Templiers c'est tous des bâtards » ou bien « pas de pitié pour les mages rebelles ». Ce système de mission que l'on décide de régler par la diplomatie, la ruse ou la force, le tout systématiquement accompagné du petit texte qui va bien, fait également plaisir à voir et ajoute clairement de la saveur à l'immersion. Vous êtes nos alliés, pas nos gardes. Alors agissez comme tel. Du coup, une fois installé dans son petit château, avec ses camarades, ses agents, sa forge, ses fidèles et ses petits commerces... On peut tout faire dans un endroit pareil. On ne peut limite pas s'empêcher d'avoir un léger feeling Suikoden. Et ça, sur des profils comme le mien, c'est juste un coup critique. De la terre fertile, même ici. Ce fort a vraiment tout ce qu'il faut. BioWare peut être fier de ce qu'il propose à la jeunesse en cette fin d'année 2014. Le jeu aura mis du temps à sortir. Rappelons que le dernier Dragon Age date de début 2011, mais l'attente aura clairement valu la peine. Un réel travail d'écriture a été effectué ici, aussi bien sur les personnages et leurs dialogues que sur la trame qu'on nous propose. Vous avez réussi. L'impression de prendre part à une véritable aventure est renforcée par certains environnements immenses et cette possibilité presque comme dans un Skyrim de tomber sur de la quête annexe en suivant ce petit chemin de montagne ou en entrant dans cette cabane. Le contenu proposé est tout simplement massif. Et plusieurs dizaines d'heures sont nécessaires ne serait-ce que pour venir à bout de la quête principale. Non, vraiment, ce Dragon Age Inquisition est un réel kiff qui se permet même de se pointer avec un mode multijoueur carré comme tout, très inspiré de celui de Mass Effect, qui n'a aucune incidence sur la partie solo, mais qui propose tout de même du challenge élevé jusqu'à 4 joueurs online, avec son propre système de loot et de craft. Le seul reproche que je pourrais éventuellement lui balancer, c'est cette faiblesse technique sur PS3 qui me fait péter régulièrement des câbles. Les textures mettent du temps à se pointer quand elles se pointent, et l'ensemble rame sévèrement dès lors qu'on est plus de 5 à l'écran et qu'il y en a un qui décide de faire de la magie. Ce qui n'est pas propre à la version PS3 en revanche, ce sont ces bugs que les gens rencontrent quelle que soit la plateforme et qui sont difficilement évitables dans le cadre d'un open world, même si certains studios s'en sortent mieux que d'autres dans ce domaine. Les temps de chargement sont également vénères, et on y échappe difficilement dans la mesure où on fait souvent appel au voyage rapide.
Mais ces défauts ne seraient plombés totalement un épisode qui, d'une certaine manière, vient de loin. BioWare avait toutes les chances de sévèrement se planter ici. Pourtant, le studio a su entendre les différents feedbacks et les intégrer de manière intelligente, tout en conservant cette personnalité et cette direction qu'il voulait donner à sa série. Donc là, c'était intéressant parce que du coup, tu t'es lancé à une sorte de défi. C'est bien, on en avait parlé il y a 15 jours. On n'a pas toujours la possibilité de faire des critiques à la fois sur les versions current-gen et old-gen. Ouais. Donc, difficile de voir tous les jeux sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et machin. Et donc là, tu as pris la décision de faire cette critique sur PS3. Voilà. Et donc, d'où un côté un petit peu downgradé. Tu vois, graphiquement, on n'est pas habitué à ça dans 18+. T'as baissé le niveau du 18+. Visuellement, oui. Ouais. Visuellement, oui. Très clairement. Et mais malgré tout, il semble que t'es accroché au jeu, que t'as envie de le finir sur PS3. Ah ouais, bah oui, parce que, ouais, alors ça aussi, c'est parce que je suis beaucoup trop loin, et je sais pas si j'aurai le temps de le recommencer sur PS4. Maintenant, ça reste, très clairement, attention, une des tueries de cette fin d'année. Dragon Age, Inquisition, ils ont fait un super taf. Et du coup, c'est sincèrement la tristesse en moi d'être sur une version PS3, parce que par exemple Kevin qui traîne dessus sur PC, quand il voyait les visages de mes persos, il se moquait de toi, il voyait c'était pas sympa. Voilà, il manque des textures, il manque des organes. Enfin, tu vois, ils sont pas complets tes persos, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, ouais, visuellement c'est un petit peu dégueulasse. Limite c'est peut-être même plus dégueulasse que Mass Effect 3 sur PS3, tu vois, donc c'est vraiment, et puis les temps de chargement, putain. Pourtant, ça reste un jeu massif qui propose vraiment quelque chose de bien, qui vient de loin. Hein. Le Dragon Age 2, ça vient de loin. Hein. En termes d'immersion, d'intelligence dans les mécaniques que tu proposes, ils viennent de loin, les mecs. Hein. Mais j'étais vraiment agréablement surpris de constater que même des gros comme BioWare et du coup, derrière, par extension, EA, bah voilà, sont capables de prendre en compte, et c'est ce que j'explique un petit peu dans la critique, les feedbacks de la communauté, dont certains qui étaient vraiment violents, concernant en l'occurrence Dragon Age 2, et ils sont capables de prendre en compte ça, d'essayer d'intégrer ça tout en conservant une personnalité et une direction, la direction qu'ils voulaient. Tu vois ce que je veux dire? Par opposition, et c'est triste à dire, mais il y a des boîtes comme Square Enix qui te sortent un FF13, qui se mangent les critiques qu'elles se sont mangées, couloir, pas de possibilité de revenir en arrière, zéro liberté, et qui te disent pour le deuxième épisode, FF13-2, bon bah on a implémenté ce que tu nous avais dit. Regarde si t'as vu, maintenant tu peux faire un truc. Mais il n'y a pas de réflexion derrière. Du coup, tu te retrouves avec effectivement ce que t'avais demandé, mais c'est vide, et tu prends pas de plaisir. Et ça a été la même pour le Lightning Returns. Donc voilà, j'étais content de constater qu'effectivement BioWare savait être stable sur ses positions tout en restant à l'écoute. C'est agréable, c'est agréable ce genre de petits moments. Et du coup j'ai kiffé. Du coup effectivement je vais terminer sur PS3. Cool. Donc bon, je pense que je le fasse pendant ces vacances. Ah bah ouais. Ça vaut le coup. Essaye après si c'est Est-ce qu'il y a des classements en ligne ou pas, des trucs comme ça ou il y a du jeu en ligne, le multi est très intéressant. Effectivement, du coup derrière il y a un classement, mais il n'impacte pas ta partie solo. C'est vraiment un petit bonbon, un petit bonus qu'on te met. Tiens, tu voulais du multi. Les développeurs voulaient mettre du multi à la Mass Effect, sauf que dans Mass Effect, bon, t'avais un mini impact sur ta campagne solo. Là, il y en a zéro. C'est vraiment juste en termes d'immersion, dans la mesure où tu joues l'Inquisition, tout ça, et que t'es amené, comme je montre dans la critique, à prendre des décisions, à envoyer des hommes à tel ou tel endroit sur tout Tedas, à Feraden, à Orlaïs, tout ça. Bon, bah concrètement, quand tu fais du multi, c'est un petit peu comme si c'était ces escadrons que t'envoyais. Tu vois ce que je veux dire? Et le multi est bien fait, la manière de débloquer les classes, parce que je m'étends pas trop là-dessus, parce que c'est le solo vraiment qui te prend plus de temps, mais la manière de débloquer les classes à travers les crafts ou le loot, et puis même le challenge, tu retrouves cette difficulté que tu avais dans le multi de Mass Effect, c'est-à-dire que concrètement, tu te fais rouler dessus les premières parties, mais t'as l'impression d'avoir avancé.
et tu gagnes quand même des pièces d'or et des points d'expérience, même quand tu te fais tabasser. Donc c'est vraiment agréable, quoi. C'est sympa comme tout. Ça te permet de sortir un petit peu de ta campagne solo, puis tu te fais un petit peu de multi, et en fait tu restes dans cet esprit, tu restes dans l'univers, tu restes immergé dans le délire. Donc c'est vraiment agréable. Ils ont fait un bon taf. Il y a pas à chier du cul. Ce qui va rendre du coup le jeu top 2014, le meilleur jeu de l'année 2014, le top 10, donc à la fois le nôtre et le vôtre, très très intéressant. Donc on en profite brièvement, votez massivement, parce que là je crois que c'est la semaine prochaine que ça se conclut. Hein. Donc il faut voter. Ah, il va y avoir du gros jeu, putain. Et puis voilà, on se retrouve du coup pas dans 15 jours, parce que c'est les vacances, donc on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, j'espère que vous aurez les jeux que vous souhaitez ou les consoles que vous souhaitez en fin d'année, au pied du sapin. Et puis on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde.